Donc la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quel est l'état de la santé de la population en général? Est-ce que vous avez remarqué que les gens sont en bonne santé ou que la santé se dégrade? Alors, là, si on se réfère aux statistiques actuelles, il faut savoir que l'espérance de vie est en train de baisser pour la première fois depuis 2-3 ans. Donc déjà, ça, je pense que c'est une info importante. Lorsqu'on parle d'espérance de vie, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et là, l'espérance de vie en bonne santé, elle est également en recul. Donc maintenant, si on veut parler chiffres, l'espérance de vie, elle est approximativement aux alentours de 81 ans, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle est de 60 ans. En gros, on vit plus vieux, mais en plus mauvaise santé. Exactement. Donc ce qui veut dire que dans la majorité des cas, entre 60 et 80 ans, donc on rentre dans une pathologie chronique qui va tout doucement nous faire perdre notre autonomie finalement. Okay. Donc soit autonomie physique ou psychique. Ce qu'on remarque, j'ai l'impression, des maladies graves comme des cancers chez des gens de plus en plus jeunes. Alors effectivement, ça, je dirais que c'est une constatation que j'ai faite dernièrement, dans le sens où depuis le début de la pandémie, donc je veux dire ça fait 2-3 ans, on assiste vraiment à une nette dégradation de l'état de santé général, mais même auprès des plus jeunes. Donc il n'est pas rare de voir, lorsque l'on fait des bilans de santé, de voir des jeunes entre 20 et 30 ans avec des résultats comparables à ce que l'on pouvait voir chez des personnes entre 60 et 65 ans il y a 30 ans, avec des situations de carences multiples ou des états inflammatoires chroniques. Et ça, je pense que c'est plutôt alarmant. Ce qui est quand même étrange, c'est qu'on nous dit que la médecine fait énormément de progrès ces dernières années, et par ailleurs, on assiste à cette dégradation de la santé. Donc, comment est-ce que ça pourrait s'expliquer? Alors là, effectivement, c'est paradoxal, parce que c'est vrai que la médecine fait des progrès, elle a toujours fait des progrès. Aujourd'hui, on sauve des vies qu'on n'aurait pas pu sauver il y a même 10 ans. Malheureusement, ces nouvelles découvertes ne sont pas toujours accessibles à tout le monde. D'autant plus qu'on est habitué, en tout cas en Belgique, je pense que c'est pareil en France aussi, à toute une série de remboursements à partir du moment où on peut mettre un numéro de nomenclature derrière un acte médical. Et c'est là naturellement que le bas blesse entre le moment où une découverte est faite et qu'on puisse lui attribuer un numéro de nomenclature et donc un remboursement, donc du temps s'écoule. Mais des progrès sont faits tous les jours. Là, je reviens encore d'un congrès passé en Allemagne. Donc sur le plan de la santé, c'est vraiment incroyable ce que l'on peut faire au jour d'aujourd'hui sur tous les plans. À travers l'échange que l'on a avec le patient, pouvoir faire prendre conscience que le patient a des pouvoirs d'auto-guérison, moyennant des choses simples qui ne coûtent rien, qui sont même, j'irai même plus loin, à partir du moment où elle mange moins souvent, qu'elle se chauffe peut-être moins, qu'elle va aller courir ou marcher dans la forêt plutôt que d'aller payer un abonnement dans une salle de gym. Donc ce n'est pas des choses qui coûtent cher. Donc mais ce sont des dispositions à prendre. Donc au jour d'aujourd'hui, on est face à une situation qui devient de plus en plus chaotique, donc on est poussé à aller vers le changement. Donc il faut à la fois s'écouter, tout en tenant compte de ce qui se passe dans notre environnement direct. Et la situation est propice au changement. Donc, et c'est pour ça que dans tous les cas, il m'arrive, mais vraiment très rarement, de prescrire quelque chose à la première consultation. On va plutôt essayer de faire prendre conscience, parce qu'il faut que la personne reste créatrice de son propre art de vie, en fait, parce que c'est ça, c'est redécouvrir un art de vie. Un art de vie qui va vous procurer de la joie, du bonheur, de la curiosité, de l'enthousiasme, parce que c'est ça, donc on perd tout ça. Et tout ça est à la portée de main de tout le monde. Mais il faut retrouver aussi revenir sur des bases simples. Il y a peut-être un point de départ qui va peut-être prendre un petit mois, qui relève plus de la guidance
que de la prescription, donc c'est-à-dire qu'on est dans une économie de connaissance et puis une économie de consommation, c'est quand même, ça aussi c'est très différent. Donc c'est-à-dire c'est réapprendre comment moi je peux faire pour remettre mon organisme dans une situation idéale, prête à s'auto-réparer. Et ça doit précéder n'importe quel type de traitement. Le traitement, parce qu'en fin de compte, le traitement ne peut agir que sur un terrain qui est propice à recevoir le traitement que vous avez lui donné. Oui, on peut donner n'importe quel traitement à n'importe qui. Oui. S'il n'y a pas des changements profonds derrière, ça va agir un temps. Voilà. Et après... Exactement, vous allez peut-être pouvoir masquer un symptôme, mais vous n'allez pas guérir la maladie. Et je dirais même, on va plus loin. Donc, on pourrait même étiqueter le patient comme étant cardiaque, hypertendu, hypercholestérolémiant ou que sais-je. Alors que toutes ces pathologies-là, bon, j'englobe naturellement, il y a des exceptions, hein, il y a des maladies qui peuvent être d'ordre génétique ou pour d'autres raisons qui malheureusement sont rarement irréversibles. Alors là, ça revient du domaine du miracle qui existe aussi, hein, ça fait partie de la vie aussi. Hein, donc, mais sinon, dans la majorité des cas, donc la plupart de ces pathologies-là sont réversibles. Mais c'est quand même assez réversibles sans médication. Oui, donc on va répéter, c'est important. Oui. Réversible sans médication. Sans médication. Mais moyennant un changement de comportement. Et c'est ce changement-là. Alors c'est pas le même changement pour tout le monde puisque nous sommes tous différents. Mais ça passe par une prise de conscience et par des gestes, des petits gestes au quotidien. On redécouvre les remèdes de grand-mère, par Oui. exemple comme les oméga 3, ou on parle même du bleu de méthylène, je pense. Enfin, il y a une série de choses qui sont... on revient à une série de remèdes qui étaient complètement oubliés et qui... oui, c'est-à-dire ce à quoi on assiste beaucoup, c'est que le monde dans lequel on vit finalement au jour d'aujourd'hui est un monde qui est surminéralisé et virtuel. Donc on a perdu ce lien avec le monde du vivant, donc le lien avec le monde naturel. Et je pense que c'est une des raisons essentielles, je pense, à cette dégradation de notre état de santé générale. Alors quand on parle des moyens ancestraux, je dirais qu'on n'a même pas besoin de recourir à des moyens ancestraux, mais tout simplement des réflexes, je dirais, instinctifs. Donc c'est vrai que si on essaye de trouver la cause de cette dégradation de l'état de santé général, on va se référer à cette pollution environnementale qui est grandissante. Et cette pollution, je crois qu'elle est là à tout niveau, hein, que ce soit l'air que l'on respire, les aliments qu'on va ingérer, les boissons qu'on ingère, ou tout simplement les ondes électromagnétiques qui nous entourent. Et malheureusement, donc, l'être humain n'a peut-être pas tous les moyens, je dirais, pour pouvoir assumer toute cette désintoxination interne. D'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est de voir le nombre de surcharges hépatiques auprès des patients. Et on sait tous naturellement que le foie est l'organe de purification par excellence. Et à mon avis, la raison est liée à cette pollution environnementale qui est croissante, effectivement. Donc on a même beau faire attention, donc je dirais, si on se réfère par exemple aux recommandations, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Donc ça veut dire que si on veut réellement essayer de tendre vers un état de santé optimal, ça nécessite un investissement personnel. La connexion la plus intime, c'est finalement avec la nourriture, parce qu'elle rentre en contact étroit avec notre intimité. Et quand on voit la qualité alimentaire d'aujourd'hui, donc c'est quand même interpellant. Donc la plupart des aliments sont transformés, il y a de nombreux additifs chimiques. Chaque année, je ne sais pas combien d'intrants chimiques de nature souvent inconnue du grand public se retrouvent dans notre alimentation. Il faut savoir que toutes ces molécules chimiques, nous n'avons pas nécessairement toujours le matériel enzymatique pour pouvoir les désintoxiquer. Donc,
l'alimentaire est forcément un des facteurs clés dans le fait de pouvoir préserver son état de santé général. Dans la plupart des cas, les pathologies vont se développer sur un terrain d'acidose métabolique, qui est conditionné donc par le pH. Chaque réaction chimique a besoin d'un pH bien déterminé pour pouvoir se réaliser. Et tous nos tissus, nos liquides, ont des pH bien déterminés. Et on se rend compte qu'en général, la pathologie va toujours venir se greffer sur un terrain d'acidose métabolique avec hypoxémie. Hypoxémie veut dire avec un manque d'oxygénation. Donc du coup, c'est vrai que l'attitude que l'on devrait avoir serait l'inverse, c'est-à-dire celui d'alcaliniser, d'oxygéner. Et bien souvent, donc lorsque l'on parvient à alcaliniser, on peut avoir une alimentation, par exemple de type alcaline, et oxygénée, on vient à bout de pas mal de pathologies. Je parle surtout des pathologies chroniques, bien entendu. Concrètement, on parle d'alimentation. Est-ce que le jeûne rentre dans l'alimentation? Est-ce que le fait de jeûner, on a vu que par exemple des tumeurs s'étaient vraiment réduites après un certain nombre de jours de jeûne, ainsi que la chimiothérapie qui a plus d'effet sur des sujets qui jeûnent. Est-ce que c'est ce type-là? Est-ce qu'on se dirait par exemple si tout le monde élimine tel type d'aliments dans sa nourriture, il n'y aura plus ces maladies? Oui. Alors le jeûne, c'est naturellement quelque chose de très particulier. Donc de toute façon, de par nos observations, ce qui est clair, c'est qu'on mange trop et trop souvent. Trop en quantité. Et le fait de répéter un repas ou même une collation, vous allez chaque fois mettre en jeu votre système digestif forcément. Et donc c'est très énergétivore. Alors que l'énergie, on en a besoin justement pour s'auto-réparer. Donc tout l'intérêt naturellement du jeûne. Maintenant, l'autre intérêt, du fait, comme je vous le disais, on ne sait jamais ce que l'on mange. Donc en mangeant moins, vous allez ingérer naturellement beaucoup moins de polluants. Bon, c'est une déduction peut-être un peu facile. Maintenant, il faut naturellement toujours nuancer, parce que le jeûne, on peut jeûner, on peut se dire, tiens, je vais jeûner une journée par semaine. Ou je vais faire un jeûne de type hydrique, où je ne vais prendre que du liquide, ou je vais faire un jeûne par intermittence. Par exemple, essayer d'avoir 12 ou 16 heures, je dirais, sans ingestion de quoi que ce soit. Ou alors, il y a des personnes qui vont carrément faire des jeûnes sur une plus longue durée. Maintenant, il n'y a pas de règle générale par rapport au jeûne. Donc, le jeûne est un outil thérapeutique, comme pourrait l'être un médicament ou autre, mais c'est au cas par cas, forcément. Donc, dans le cas, par exemple, de patients avec un diagnostic de cancer, il faut également voir si la personne va être capable de supporter un jeûne. Il vaut mieux être conseillé et guidé avant d'entreprendre un jeûne, surtout des jeûnes de longue durée. En fonction de la pathologie, en fonction de votre biologie propre, donc il va y avoir une alimentation qui est plus adaptée. Donc par exemple dans le cadre de cancer, il y a par exemple une théorie qui considère le cancer comme étant une maladie métabolique, comme pourrait l'être le diabète. Là on va plutôt prôner un régime de type cétosique. Cétogène, c'est ça, le keto oui, dont on parle, c'est-à-dire qu'on ne mange plus aucun sucre, même certains fruits. Exactement. Donc vraiment au minimum, le sucre est réduit au minimum. Oui. Parce que en fait, l'idée derrière, c'est que le cancer serait lié à un dysfonctionnement de la mitochondrie. Les mitochondries, ce sont donc des centrales énergétiques qui sont responsables de la production d'ATP, qui est l'énergie dont on a besoin pour pouvoir fonctionner. Et dans le cadre du cancer, il y a un dérèglement. Et donc du coup, le métabolisme devient de type anaérobie, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir créer de l'ATP, mais sans oxygène. Alors, la problématique de cette dysfonction, c'est que les voies métaboliques qui mènent à la production d'ATP rejettent de l'acide lactique. Donc c'est une des raisons pour laquelle, également dans les cas de cancer, on est systématiquement sur un terrain d'acidose métabolique. Et l'autre problématique est une question de rendement énergétique. Donc quand on est en métabolisme de type aérobique, c'est-à-dire en présence d'oxygène, donc on va produire 36 molécules d'ATP pour une molécule de sucre. Tandis que dans le cas
du métabolisme de type anaérobie, donc on va en produire que 2. Raison pour laquelle, dans la plupart des cas, les patients se sentent excessivement fatigués. On parle beaucoup aussi de l'activité physique, de pratiquer une marche rapide ou un footing léger, de telle sorte à travailler dans la zone aérobie et donc oxygéner le corps. Donc j'imagine que ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que dans un milieu où il y a de l'oxygène, c'est les cellules saines qui se renforcent et les cellules cancéreuses qui sont en retrait, tandis que quand il n'y a pas d'oxygène, c'est un peu la fête aux Oui, tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, on dit souvent, même les virus détestent l'oxygène. Hein. Donc quelqu'un de bien oxygéné tombera très rarement malade. En fait, le mouvement est essentiel parce que la vie est mouvement et outre le fait que ça puisse avoir donc une action donc plus spécifique en cadre avec le cancer, il faut savoir que le fait de recourir à une activité physique, vous allez avoir forcément une diminution de votre graisse viscérale. La graisse viscérale, en général, donc elle se distingue de la graisse que l'on peut avoir qui se retrouve au-dessus de la masse musculaire, c'est celle qui est enfouie entre les organes. Et cette graisse-là, en général, elle est pro-inflammatoire. Donc à partir du moment et peut d'ailleurs occasionner ce qu'on appelle un syndrome métabolique, justement. Alors, dans le cas où vous allez entamer donc une activité physique appropriée, l'objectif sera également de faire fondre cette graisse viscérale. Et quand vous faites fondre cette graisse viscérale, vous allez diminuer votre taux d'œstrogène, vous allez diminuer le taux d'insuline, vous allez diminuer le taux de leptine, vous allez augmenter le taux d'adipokine, et donc tout ça va avoir pour effet de diminuer la prolifération de cellules cancéreuses. Ce n'est pas que dans le cas de cancer, je dirais que le mouvement doit faire partie de notre vie, en tout cas dans les schémas de prévention ou d'amélioration du potentiel santé de tout un chacun. Donc quand l'exercice physique est couplé à l'alimentation, c'est là qu'on peut vraiment avoir un effet très, très bénéfique. Ah, là, vous êtes dans une synergie, et donc c'est ça que je dis, c'est l'idée. En fait, quand on tombe malade, ça veut dire que les habitudes qu'on a prises ne sont pas bonnes. En clair. Donc on essaie toujours de simplifier et il faut du coup opter pour un changement. Il faut changer quelque chose dans votre vie. Et les changements doivent être répétitifs. Donc du coup, quoi de plus logique finalement que de se dire je vais déjà changer mon alimentation parce que c'est quelque chose que vous allez répéter tous les jours. Donc en changeant votre alimentation, vous allez changer les voies métaboliques. Vous changez les voies métaboliques, vous changez la pathologie que vous avez. Donc l'activité physique, pareil. Au début de notre entretien, vous me parliez de la joie. Y a-t-il une attitude à avoir lorsqu'on est malheureusement atteint d'une pathologie chronique? Oui, bien sûr. Donc il y a une attitude à avoir. Et on le sait, on sait que la peur, la dépression, la colère, la jalousie a une action qui va tendre vers une diminution de votre immunité. Donc cultiver, je dirais, les qualités de l'esprit, que sont la joie, la compassion, la bienveillance, la gratitude, devient finalement une arme thérapeutique. Même dans le cadre d'une pathologie, c'est une attitude qui est plus joyeuse finalement, non? Il vaut mieux se dire, tiens, je vais travailler sur ma santé plutôt que de combattre mon cancer. Bien sûr. Parce mais c'est ça, en agissant sur votre santé, vous allez combattre indirectement votre cancer. Et votre objectif est différent. Oui, votre objectif, vous n'êtes pas dans une situation conflictuelle, parce qu'on sait aussi que dans la plupart des pathologies, il y a toujours cette phase qui est toujours très difficile, qui est celle de l'acceptation. C'est-à-dire, voilà, bon, on reçoit un diagnostic, voilà, une étiquette, il faut le digérer. Il faut le digérer. Et c'est une étape importante, et il faut le faire. Cette prise de conscience qui fait qu'on se dit, voilà, je me pose, il est temps de changer quelque chose dans ma façon de faire. Et ma façon de faire au quotidien. Le plus facile, ce sera effectivement changer son alimentation, se dire voilà, tous les jours maintenant je vais consacrer un peu de temps au sport. La partie la plus difficile, forcément, c'est modifier ses pensées, ses croyances. Ça fait partie du package. Et aujourd'hui, je pense que c'est essentiel parce que, et je n'ai pas peur de le dire, on peut sortir des pathologies chroniques. Oui, effectivement.
Donc arrêtez de vous faire mettre une étiquette sur la tête. Donc je ne parle pas des maladies génétiques, de maladies réversibles, mais je parle des cas de diabète de type 2, de patients cardiaques, de patients hypertendus, de patients cancéreux. Donc je veux dire, oui, tout ça est réversible. Donc si on détricote ce qui nous a amené dans cet état où la maladie a pu prendre le dessus, ou en tout cas une place, si on détricote tout ça, on peut aussi détricoter en fait les mécanismes qui nous ont amenés à cette maladie. Face à une problématique, est-ce que l'on est capable finalement de se dire, de se lever le matin et d'être différent? Ou est-ce qu'on est obligé de passer par le fait de comprendre pourquoi on en est arrivé là? Une émotion qui n'est pas exprimée va de toute façon s'exprimer à travers le corps. Oui, la libération d'émotions dont on parle beaucoup. Exactement. Donc moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai appris le diagnostic, c'est d'aller voir une dame qui aide à justement libérer les émotions refoulées. Parce qu'on a tous de la tristesse, de la colère, parfois on a tendance à la mettre sous le tapis. Et c'est quelque chose qui est insidieux et qui va créer en soi un déséquilibre, qui va mettre le système immunitaire en état de faiblesse. Et effectivement, on parle beaucoup, en tout cas dans les 10 clés de la rémission radicale, de cette libération des émotions refoulées. Oui. Oui, à partir du moment où elle est conscientisée, elle doit être exprimée, je pense, oui. Ça me paraît être essentiel dans le parcours. Mais de toute façon, je pense que c'est valable même pour les personnes qui ne sont pas malades. Donc c'est ça qui permet l'évolution. Donc puis il y a notre inconscient personnel, mais il y a l'inconscient collectif aussi. Donc c'est un domaine qui est très vaste, mais qui effectivement au jour d'aujourd'hui devrait également être abordé en consultation. Donc on peut être ramené effectivement lors d'une consultation à faire de la spiritualité, pourquoi pas? Je symbolisais ça par une voiture. Donc on a un accélérateur et un frein. Si on a toujours le pied sur l'accélérateur, on va droit dans le mur. Et donc en fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, il se passe quoi? Donc quand l'orthosympathique est dominant, que le parasympathique qui est le frein qui ne parvient pas à atténuer cet état de stress, vous restez dans une situation permanente où le cerveau n'arrête pas d'envoyer des ordres au surrénal, qui est une petite glande située au-dessus des reins, et qui lui ordonne de sécréter du cortisol, parce qu'il faut absolument trouver une solution par rapport à la situation anxiogène. Et le mécanisme qui est ancestral, c'est la fuite ou le combat. En gros, c'est trouver une solution par rapport au problème. Mais comme on vit au jour d'aujourd'hui une situation où on a à affronter nos propres peurs, mais également la peur de la société, parce que c'est vrai que, je n'ai pas dit que c'est son paroxysme, on n'est pas en situation de guerre comme certains pays peuvent l'être, mais bon, on le subit quand même indirectement, donc il y a eu la pandémie, maintenant c'est la guerre, il n'y a pas que la guerre en Ukraine, il y a la guerre un peu partout dans le monde, c'est ça qui est un peu affolant, donc on vit une situation qui est anxiogène. Nous sommes tous reliés. Donc on vit en interaction. Donc même si on ne regarde pas les informations à la télé ou qu'on ne prend pas son journal, on est impacté par cette situation. Et donc d'où cette importance de pouvoir se réaligner, que ce soit l'esprit, le corps, le mental, ça me paraît être quelque chose d'essentiel. Et maintenant pour parler du cœur, donc le cœur, en fait le cœur c'est l'énergie de l'amour, c'est lui qui règle votre homéostasie en fait. Homéostasie? Homéostasie c'est votre état d'équilibre dynamique interne. Okay. Donc quand vous êtes en amour, vous êtes normalement en homéostasie et à ce moment-là vous allez activer tous vos mécanismes d'autoréparation. Toutes les hormones, donc on appelle les hormones du bonheur, c'est ça? Alors, les hormones du bonheur, donc dans cet état-là, donc on va surtout parler de la vasopressine et de l'ocytocine. Donc, avec des impacts différents en tant que l'on soit un homme ou une femme. Mais bon, voilà, c'est vrai que ce sont ce qu'on appelle, elles ont plutôt attribué comme étant les hormones de l'attachement, donc que l'on rencontre essentiellement dans l'amour. Mais là, bon, l'amour est un sujet vraiment très très vaste, on peut en débattre des jours entiers. C'est une des clés principales aussi. Mais c'est oui, parce que je pense que l'amour c'est une forme d'énergie et c'est la forme d'énergie la plus puissante. Et elle émane du cœur. Il y a des expériences qui ont été faites, par exemple sur les télomères. Donc l'amour a la capacité de modifier votre ADN.
Donc, frisson quand oui, tu dis oui, ça. mais ça on le C'est sait, dingue. ça a été vérifié. Donc, Oui, scientifiquement, donc tout comme on la dit- peur raccourcit les télomères. La La peur peur- diminue votre immunité. Donc cet état d'être est fondamental. Maintenant, vous ne pouvez pas être un être d'amour 100% tout le temps, mais je veux dire, il faut tendre vers. Donc quand on parlait des qualités de l'esprit, ce sont des choses qu'il faut apprendre à cultiver dès le plus jeune âge. C'est pas spécialement les gens qui sont forcément en couple. Si par exemple pour une raison X ou Y on est célibataire, mais le fait de simplement prendre quelqu'un dans ses bras, un ami ou son animal de compagnie, ou simplement ressentir cet amour, ça a le même effet que d'être amoureux. Tout à fait. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien aller vers un état d'être. C'est-à-dire vous êtes un être d'amour. Et à ce moment-là, l'amour, vous le manifestez à tout instant, même avec un arbre. C'est ça qui fait que vous allez enlacer un arbre et vous vous mettez dans un état vibratoire tel que vous pouvez percevoir effectivement toute une série d'informations. Vous pouvez même étiqueter le patient comme étant cardiaque, hypertendu, hypercholestérolémiant ou que sais-je, alors que toutes ces pathologies-là, bon, j'englobe naturellement, il y a des exceptions, hein, il y a des maladies qui peuvent être d'ordre génétique ou pour d'autres raisons qui malheureusement sont rarement irréversibles, alors là ça revient du domaine du miracle qui existe aussi, hein, ça fait partie de la vie aussi, hein, donc, mais sinon dans la majorité des cas, donc la plupart de ces pathologies-là sont réversibles. Mais c'est quand même assez réversibles nouveau, sans médication. Oui, donc on va répéter, Donc, c'est important. oui. Réversible sans Oui, médication. sans médication. Mais moyennant un changement de comportement. Et c'est ce changement-là. Alors c'est pas le même changement pour tout le monde puisque nous sommes tous différents. Mais ça passe par une prise de conscience et par des gestes, des petits gestes au quotidien. Je vais même plus loin, qui montre que nous sommes tous en interconnexion et que l'environnement dans lequel on vit est également dépendant de la façon dont nous l'utilisons. Nous pouvons avoir un impact sur notre environnement. Si vous changez votre alimentation aujourd'hui et que demain plus personne va faire ses courses au supermarché, il n'y aura plus de produits transformés. Donc, je veux dire, nous avons un rôle à jouer également sur le plan de l'environnement. C'est quand même assez nouveau parce que habituellement, quand on va chez un médecin, donc je ne parle pas des coachs, des thérapeutes, mais chez un médecin pur et dur, c'est ben voilà, je vous prescris un médicament, revenez me voir dans 6 mois par exemple. Donc c'est quand même assez osé et nouveau qu'un médecin dise prenez-vous en main, enfin, vous avez un pouvoir en tout cas intérieur de guérison, on va l'activer, on va vous aider à l'activer, on va le faire ensemble. Je pense que ça relève du bon sens et je crois qu'il est impératif de redonner un peu d'autonomie, surtout aux patients, et pas cette dépendance. Maintenant, il y a dans tout traitement, à un moment donné, il y a peut-être parfois un protocole à suivre. Hein, donc je ne décris pas ce qui se fait actuellement, mais je veux tout simplement rajouter cette prise de conscience que nous avons, nous, notre part de travail à faire et que cette part de travail, elle est essentielle. Parce que c'est ça qui va conditionner votre état de santé général. Ce n'est pas le fait de prendre un médicament. Maintenant, parfois, donc, la situation fait que vous êtes obligé de prendre un médicament pendant un certain laps de temps. Mais il faut aller au-delà de ça. Donc, et voir, tiens, quelle est moi ma part de travail? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de sortir? J'ai pas envie de rester diabétique toute ma vie. J'ai pas envie de devoir surveiller ma tension tous les jours, 3 fois par jour. Mais c'est rendre aussi sa puissance au patient. Exactement. Parce que quand on Oui. reçoit un diagnostic par quelqu'un en blouse blanche qui a 30 ans de métier, qui nous dit voilà, vous avez ça, voilà ce qui va se passer, ça et ça par rapport aux statistiques, en une fois on a l'impression d'être un peu privé de cette puissance intérieure. Ben, c'est-à-dire, voilà, comme vous le dites très bien, vous êtes une statistique. Donc, ou un organe, ou un nom de pathologie. Et donc un nom de pathologie se traite comme ça et pas autrement. Donc effectivement, c'est un peu réducteur. Mais c'est sécurisant aussi pour le médecin. Donc, bon, ça fait partie du système. Donc, et heureusement que ces médecins sont là aussi, dans certains cas. Ils font partie d'un tout. Donc, ici, c'est tout simplement remettre la place du patient à l'honneur, parce que c'est lui qui se traite avant tout. Donc, nous ne sommes là que pour pouvoir donner un coup de pouce ou peut-être l'élément manquant, mais donc complémentaire.
puisque la personne qui consulte finalement n'est pas différente de qui moi je suis. Actuellement, mon expérience de la médecine dite classique, il y a une sorte de méfiance par rapport aux compléments alimentaires. Donc c'est quelque chose qui va être un plus, mais qu'il ne faut pas prendre par exemple à certains moments de sa vie, qui sont considérés voire dangereux. Par contre, il y a certains compléments qui ont des bienfaits qui sont prouvés, surtout en cas du cancer, en cas de maladie métabolique. Comment est-ce qu'on peut aborder la question du complément alimentaire pour quelqu'un qui n'en a jamais pris et qui ne sait pas du tout comment ça fonctionne? Alors, les compléments alimentaires, notamment, c'est devenu aussi un business comme l'est celui finalement des médicaments. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. Alors, en général, je vais toujours partir du principe qu'un être humain qui est en situation d'homéostasie, donc cet état d'équilibre dynamique, n'a besoin de rien normalement. Alors, le complément existe dans quel cas? À partir du moment, un cas de figure bien précis, parce qu'on a observé une carence, tout simplement. Donc maintenant, c'est vrai que cette carence ne va s'observer que si on la cherche aussi. Suite, il y a bilan de santé et bilan de santé, bien entendu. Bilan sanguin avec son médecin, voilà. Qui va voir où sont les carences. Parce qu'on a, quand on parlait tout au début, quelles sont les avancées sur le plan médical, donc les investigations, les moyens d'investigation sont quand même assez extraordinaires au jour d'aujourd'hui. Donc que ce soit pour la détection des cellules cancéreuses circulantes, à partir de là pouvoir déterminer quel est le médicament adapté, je pense à l'immunothérapie dans les cas de cancer. Donc les bilans sanguins qui deviennent de plus en plus pointus, donc ça nous permet maintenant de voir par exemple le fonctionnement des mitochondries, quels sont les éléments qui interviennent dans la mitochondrie, est-ce qu'il y a des déficiences, est-ce qu'il y a des déficiences enzymatiques, des déficiences de vitamines, des déficiences hormonales, donc tout ce petit monde de petites molécules effectivement ont leur rôle à jouer et il existe des états d'équilibre à atteindre. Alors à partir du moment où votre mode de vie vous a mis en situation de carence, naturellement il était important de comprendre pourquoi on en est arrivé là, mais peut-être que pendant un certain laps de temps, il faut essayer de combler ces carences. Alors maintenant, c'est vrai que la plupart des compléments alimentaires, on les retrouve dans les aliments. C'est souvent des extraits d'aliments qui vont être soit synthétisés ou qui sont extraits et qui peuvent être parfois mélangés avec d'autres excipients. Donc là, toute la problématique relève de la qualité aussi du complément alimentaire. À partir du moment où on sait que la médecine est une science, donc on exige d'avoir des preuves qui permettent de dire qu'un tel complément, et ces preuves malheureusement manquent souvent parce qu'il n'y a pas d'études à grande échelle et qu'il n'y a pas les mêmes budgets que ce qu'on peut avoir naturellement dans le monde des firmes pharmaceutiques. Souvent on me pose la question par rapport à la vitamine C, la vitamine C à forte dose. Donc à forte dose, c'est pas la vitamine C qu'on prend en complément chez soi. Non, non, donc ce que alors on dit, oui mais bon, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été faites. Effectivement, ça n'intéresse pas les laboratoires de faire des études sur la vitamine C comme on pourrait le faire avec un médicament qu'on utilise en chimiothérapie. Ça rapporte pas autant, il faut le dire clairement. Maintenant, ce que l'on sait, donc, c'est que sur les cellules en culture, oui, ça marche, il y a un effet, donc je parle de cancer maintenant, Des médecins qui pratiquent ce type de perfusion depuis des années, ils ont des résultats. On en fait du coup la panacée dans le traitement du cancer? Non, encore une fois, donc il faut être mesuré et ça fait partie, mais ça pourrait faire partie de l'arsenal thérapeutique comme d'autres techniques d'ailleurs. Donc le travail sur la longévité permet justement d'avoir des avancées considérables dans le traitement ou la façon d'aborder les pathologies chroniques. Parce que c'est la même chose en fait. Donc si ce n'est que là vous anticipez, c'est-à-dire que vous évitez de tomber malade. Alors et là la recherche est intéressante parce que ça intéresse beaucoup de gens la longévité. Les gens veulent vieillir jeunes en fait, donc et presque cette quête d'immortalité. Donc là il y a peut-être un business juteux. Donc là effectivement il y a des investissements qui sont faits et il semblerait quand même certaines molécules qui se détachent parce qu'elles font l'objet justement de recherches qui malgré tout sont
seront toujours extraites d'un élément naturel et dont on découvre les vertus et qui pourraient aussi, donc dans ce cas-là, être pris en complément. Mais je dis toujours, donc, parce que parfois j'ai des patients qui viennent justement dans ce cadre-là, donc pour la longévité, on ne recourt pas à ça tant qu'on n'a pas rétabli notre état d'homéostasie. Je peux vous dire que beaucoup de patients ou beaucoup de personnes qui s'imaginent être en bonne santé ne le sont pas en fait. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a cette possibilité de pouvoir détecter des choses plus tôt. Donc il y aura toujours ce travail personnel. On peut pas se dire, même à coût de milliers d'euros, ben moi je veux une perfusion de ceci, je veux faire des cellules souches, je veux... Non, il faut d'abord rétablir votre homéostasie. Sinon, c'est à fond perdu. J'étais voir des médecins, des oncologues, et je leur expliquais... je sais que c'est le traitement qui est recommandé dans mon cas, mais il y a des choses, je n'arrive pas à les sentir. Il y a quelque chose qui m'empêche de me dire que ça va me faire du bien. Et pour moi, c'était très compliqué de me confronter à la vie de l'oncologue qui fait son métier et qui sauve des vies. Et d'entendre cette intuition et quelle est la part en tant que médecin que vous devez octroyer à l'intuition de la personne et au protocole à appliquer. Alors, je pense que ça, c'est une question de respect, en fait. Donc, dans tous les cas, le médecin n'a pas à imposer quoi que ce soit. Donc, en fin de compte, c'est toujours le patient qui décide. Le rôle du médecin, c'est de l'éclairer. C'est-à-dire, en fonction de ses connaissances, lui apporter toutes les informations nécessaires pour que le patient, en fin de compte, puisse faire son choix. Et quel que soit son choix, après, à être encouragé par ce même médecin, même si ce n'est pas le choix que lui aura dicté. Ça me paraît, ça c'est une question de bon sens et du bien vivre ensemble. Donc, je veux dire, c'est basique, même si c'est bafoué tout le temps. Donc, ça m'arrive d'entendre parfois un médecin qui va dire « Mais non, ne faites pas de chimio, moi je vais vous guérir, je vais vous faire de l'ozone, je vais faire ceci, ou peut-être le cancérologue dit « Mais enfin, tout ça c'est de la foutaise, ne faites rien de tout ça. » Je dis, vous ne faites, en ayant cette attitude-là, vous ne faites qu'introduire le doute auprès du patient. Et il n'y a rien de pire que la peur, qui est le contraire de l'amour. Une arme de destruction massive, en fait, hein, donc qui a été employée en période de pandémie aussi, n'ayons pas peur d'en parler. Au parcours du patient dans les dédales des couloirs d'hôpitaux ou chez des médecins privés, c'est pas facile. Donc nous n'avons actuellement pas de structure, je pense, adéquate que pour pouvoir accompagner ces personnes qui ont besoin, dans un premier temps, de recevoir un maximum d'informations pour après être capables de pouvoir prendre leurs décisions. Et leurs décisions relèvent du ressenti. Mais est-ce le vrai ressenti ou est-ce que c'est des appréhensions? Est-ce que c'est des préjugés? Donc là aussi, il faut nuancer. Donc il y a cette intuition qui sait que vous êtes dans le vrai. Donc c'est celle-là qu'il faut écouter. Oui, c'est compliqué, comme vous disiez, on est projeté dans un tourbillon de rendez-vous, d'examens, de spécialistes qui nous donnent leur avis, qui nous donnent les statistiques, et retrouver la sérénité et le calme en soi pour pouvoir prendre une décision éclairée, alors que parfois le médecin qu'on a en face nous fait ressentir qu'on ne peut pas avoir une décision éclairée puisqu'on n'a pas la connaissance qu'eux ont. Je pense que c'est quelque chose à changer dans les mentalités. C'est retrouver cette paix intérieure et ce calme pour pouvoir décider de ce qui est mieux pour soi. Et on en revient à cette fameuse phrase, la médecine soigne et le patient guérit. Voilà. Si vous deviez choisir 3 attitudes qui peuvent éclairer un patient à mieux aborder un diagnostic et à retrouver sa puissance intérieure de guérison, ce serait en quels termes? En 3 termes? Alors, moi je pense que pour être capable de faire ça, il faut absolument se mettre dans une situation de calme intérieur. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Donc ça nécessite c'est le silence. Le silence du mental, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'on peut appliquer. Oui. Une deuxième chose? La deuxième chose, c'est si la vie est là, la vie mérite d'être vécue. Donc il faut vivre et pas avoir peur. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on continue à avancer. Les projets qu'on avait, c'est pas parce qu'on a une étiquette d'une maladie quelconque qu'on continue à les faire. Donc je pense que ça c'est très très important. Donc avoir un objectif suprême, en quelque sorte. Avoir un objectif suprême, oui.
Et troisièmement? Et la troisième chose, c'est la clarté d'intention. Donc la clarté d'intention, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'estime que c'est ça qui va définir quelque part enfin, c'est ce que j'observe en tout cas, donc la réussite. Donc pourquoi? Parce que quand vous avez cette clarté d'intention, que vous l'énoncez, que vous la vivez comme si elle était réalisée, avec l'émotion qui lui est associée, et que vous lâchez prise après, mais souvent ça se réalise. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cet instant. Et puis, on vous retrouvera régulièrement sur notre chaîne.